Bon, c'est parti les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec mon professeur du pétrole incroyable, Monsieur Perrin. Bon, je pense que vous le connaissez, mais voilà, c'est une petite vidéo, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de vous voir, toujours. Moi également, et je dis bonjour à tous ceux qui nous regardent. À chaque fois, il me demande de vos nouvelles. Eh bien, je suis heureux de pouvoir leur en donner. Il y en a, ils m'envoient des photos, ils me voient à la télé. Incroyable. Et je leur souhaite un bel été par la même occasion, par votre intermédiaire. Et du coup, c'est quoi les nouvelles Vous, comment ça va? Moi, je vais bien, mais le monde va moins bien. Ah ouais. Et comme je vous le disais avant que nous commencions à enregistrer, parfois, malheureusement, plus le monde va mal, plus mon travail va bien. C'est pas ce que je souhaite, évidemment, mais parce que ça veut dire que quand il y a des crises, de grandes inquiétudes, des tensions géopolitiques, des choses très importantes qui se passent sur le plan de l'énergie, du pétrole, eh bien, il y a beaucoup de demandes qui me sont adressées pour mieux comprendre la situation, pour analyser la situation, demandes en termes d'intervention, de conférences, de séminaires, de formations, d'articles, de notes, etc. Donc, énormément de travail en 2026 et bien sûr, en lien pas uniquement, mais en grande partie avec ce qui se passe en Iran, États-Unis, Israël, Moyen-Orient, prix du pétrole, gaz, Hormuz, tout ce complexe-là, cette crise qui dure donc depuis le 28 février 2026 et qui n'est pas réglée au moment où nous parlons, et on ne sait pas quand elle sera réglée, comment elle sera réglée, donc une période très incertaine, très tendue, et qui suscite beaucoup de questions, de demandes, d'interrogations qui sont adressées à des spécialistes, dont moi et d'autres, bien sûr. Déjà, pour en revenir un peu à comment on s'est rencontrés, pour la petite histoire, pour de vrai, c'est une belle histoire. Moi, un jour, c'était pendant le Covid, le pétrole il était à 0 $. Donc moi, ça m'intrigue. Je connaissais rien. Je suis allé voir un reportage sur Arte et il parlait super bien du pétrole. C'est la première fois que je comprenais aussi bien le pétrole. Et du coup, après, c'est comme ça, j'ai envoyé un mail. Et je vous ai dit même, je suis pas à l'école, mais j'ai envie d'apprendre, etc. Et après, il m'a donné des cours incroyables. Je me souviens, vous m'avez dit, je veux tout savoir sur le pétrole. Ah, c'est vrai. Et je me suis dit, c'est bien d'avoir cette ambition-là de comprendre des choses. Donc, c'est comme ça que notre relation a commencé. Et c'est vrai que ça remonte à l'année de la pandémie 2020, de Covid. Déjà, Et vous évoquez tout à l'heure zéro pour les prix du pétrole. Il y a même eu pendant 2 jours des prix négatifs du pétrole aux États-Unis. Pendant 48 heures seulement. On est en avril 2020. Et qu'est-ce qui se passe? Donc la pandémie de Covid commence fin 2019, début 2020. Les gouvernements réagissent en confinant leur population. Quand on est confiné, on ne bouge pas. Donc on ne prend pas, ou très peu, sa voiture. On prend encore moins l'avion ou un bateau. Donc on consomme beaucoup moins de carburant pétrolier. Donc on a moins besoin de pétrole. Donc la demande pétrolière s'effondre au 2e trimestre 2020. Et en face, l'offre continue à être élevée. Donc il y a un fossé qui se crée entre une demande qui a fortement baissé et une offre qui reste élevée. Les prix s'effondrent. Les stocks pétroliers s'accumulent puisque les producteurs n'arrivent plus à trouver de marché. Et à un moment donné, il y a tellement de stocks que tous les stocks sont remplis dans le monde, les stocks à terre, les stocks en mer, et qu'on va avoir sur le marché de New York, où est coté le fameux West Texas Intermediate, le fameux WTI, on va avoir pendant 2 jours des prix négatifs du pétrole qui reflètent ce déséquilibre entre l'offre et la demande et ces stockages qui sont pleins dans le monde entier. Ça n'a duré que 2 jours, mais c'est quand même un élément exceptionnel. Mais pourquoi sur le graphique ils sont pas en dessous de 0 $? Alors, on a vraiment eu... Nous, sur le graphique, moi je le vois maximum à 5. Je le vois pas en dessous. On a vraiment eu, à un moment donné, pendant 2 jours, des prix négatifs. Mais sur le graphique, il n'était pas... Alors ensuite, ça dépend peut-être le graphique qui vient un petit peu après. Ça dépend de quel prix on prend. Est-ce que c'est des prix en cours de séance, fin de séance, etc. Il y a ensuite des aspects techniques, je dirais. Mais au moment où nous l'avons vécu, en avril, nous avons vraiment eu 2 jours avec des prix négatifs. Alors cependant, pour bien préciser pour ceux qui nous regardent, que ces prix négatifs, c'est des prix sur des marchés à terme. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des prix négatifs pour le pétrole physique.
les producteurs de pétrole n'ont pas eu à donner de l'argent pour qu'on achète leur pétrole. Le prix est tombé à un niveau très bas, mais les prix physiques n'ont jamais été négatifs. C'est les prix sur des marchés à terme, sur lesquels on fait des affaires autour de produits financiers qui représentent le pétrole. Il n'y a jamais eu de prix négatif pour des livraisons physiques de pétrole, même si les prix sont tombés très bas. Et quand il était vers les 0 dollars, vous vous êtes pas dit c'est l'opportunité de l'année là? Alors, Parce que moi quand j'ai vu le pétrole aux États-Unis à 100 dollars, je savais que c'était cadeau. c'est bien sûr, tout à Parce que fait. c'est très rare qu'il est au-dessus de 100 dollars. C'est très très rare. C'est vrai. Et je savais qu'il allait redescendre. Enfin, moi, en tout cas, je pensais fortement qu'il allait redescendre vers les 60, 70. Là, avec le conflit donc Iran, Israël, États-Unis, qui commence le 28 février, le 27 février, donc la veille, on a un Brent qui est à 72-73 dollars par baril. Et qui en quelques jours va passer au-dessus de 100 dollars par baril. Et qui va rester pendant plusieurs semaines au-dessus de 100 dollars, avec un pic à 126 dollars par baril. Alors, moi, je suis un analyste des marchés pétroliers. Je ne suis pas un acteur sur ces marchés. Et je pense qu'il faut bien distinguer les deux, parce que quand vous commentez l'actualité pétrolière, si en même temps vous faites des transactions, ça peut donner un doute en disant mais finalement ce qu'il dit, quand il dit que les prix vont baisser ou monter, c'est peut-être que ça l'intéresse lui. Le discours, il est biaisé. Voilà, donc je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Soit on est un acteur, on intervient sur les marchés, soit on commente les marchés, notamment à travers des médias, donc envers un public, et on ne doit pas intervenir sur des transactions, surtout dans des périodes particulièrement troublées, où certes on peut gagner beaucoup d'argent, mais votre parole peut être suspectée de ne pas être une parole indépendante. Donc moi, mon choix, c'est vraiment, depuis des années, d'être un commentateur, un analyste, un expert de ces questions-là, et garder cette crédibilité qui fait que je ne peux pas en même temps faire des transactions sur les marchés. Ah, c'est intéressant, parce qu'avec votre connaissance, Ce serait logique pour moi de m'intéresser en tant qu'acteur au marché que je connais le mieux, marché pétrolier, gazier, énergétique. Ce serait parfaitement logique. Si j'étais tout seul dans mon coin, que je n'intervenais pas dans les médias, que je n'avais pas une parole qui est publique à travers votre chaîne, à travers d'autres médias, à travers des conférences, à travers des articles, etc., je pourrais effectivement intervenir librement sur les marchés, mais je crois qu'il faut faire un choix et être clair. C'est ça qui est important. Et vous avez dit le mot-clé, la crédibilité. et en parlant du coup de médias, etc., vous faites quoi exactement aujourd'hui? Vous êtes professeur, Alors, en même temps intervenant. j'ai plusieurs casquettes, je peux dire. J'ai le tout sur l'énergie. Une casquette de chercheur, Ok. une casquette de conférencier, une casquette d'enseignant, une casquette de journaliste spécialisé sur l'énergie. Donc j'ai au moins ces quatre activités liées à l'énergie en général et au pétrole et au gaz en particulier, donc aux hydrocarbures. Et quand vous dites chercheur, ça veut dire quoi exactement? Alors, Chercheur. je travaille notamment avec deux centres de recherche, l'IRIS à Paris, ce qui veut dire Institut de Relations Internationales des Relations Internationales et Stratégiques, et à Rabat au Maroc, le Policy Center for the New South. Et ces deux centres sont composés de chercheurs qui font un petit peu le tour des grandes questions géopolitiques, géostratégiques mondiales. Donc je travaille avec ces deux instituts et on est amené à faire des enseignements, à faire des conférences, à faire des notes, à faire un travail de recherche pour faire comprendre à différents publics ce qui se passe dans le monde sur ces grandes questions stratégiques. Et l'énergie fait évidemment partie des grandes questions stratégiques. Et du coup, enseignement aussi dans des écoles. Alors, enseignement à l'université, comme l'école de management de la Sorbonne, ici à Paris, puisque nous sommes à Paris au moment où nous parlons. Des cours donnés à l'IRIS, qui est un institut de recherche, mais qui a aussi des formations universitaires. Des cours donnés à Rabat, à l'université Mohamed VI Polytechnique, à ce moment-là pour des professionnels. Et autre catégorie, des cours donnés en France à Grenoble et à Annecy, dans des universités qu'on appelle souvent universités populaires, qui sont des universités pour tout le monde et pas seulement pour des étudiants. Tout le monde voulant dire souvent des retraités,
Parce que ce sont des personnes qui ont plus de temps, étant dégagées d'obligations professionnelles, et qui se disent, je vais utiliser une partie de ce temps pour me cultiver, pour apprendre des choses. Et donc j'ai ces différents types de publics pour des cours, pour des conférences, pour des formations. J'ai des étudiants au sens classique du terme, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai des cadres d'entreprise, parfois des hauts fonctionnaires, des retraités, donc différents publics. Et aussi intervenant du coup dans les médias. Tout à fait, parce que ces questions énergétiques sont très liées à l'économie et à la géopolitique mondiale. Et donc les médias s'y intéressent en lien, et en 2026, on a été, si je puis dire, gâtés, avec notamment la guerre Iran, États-Unis, Israël, et le blocage du détroit d'Ormuz, l'impact sur les prix du pétrole, l'impact sur le gaz aussi, puisque quand on bloque Ormuz, on bloque pétrole brut, produits raffinés, gaz naturel liquéfié. Donc un impact sur les prix de l'énergie et sur les approvisionnements énergétiques, donc sur l'économie mondiale. Donc beaucoup de sollicitations de la part de différents médias depuis la fin février 2026. En tout cas, en parlant de guerre, moi j'y étais à Dubaï à ce moment-là. C'était quelque chose. Mais en fait, c'était plus la réaction des gens qui faisaient peur que vraiment ce qu'il y avait. Parce qu'en fait, nous, c'était juste, on voyait des drones, des missiles, on entendait des avions de chasse toutes les 5 minutes. Il y avait les alertes. Alarmes sur le téléphone qui font peur. Tout à fait. Des alarmes qui sont destinées à faire peur. Exactement. C'est la prévention. Si vous avez une alarme qui vous dit gentiment tout va bien, évidemment, il y a peu de chance. Donc une alarme, elle est forcément inquiétante par définition. C'est vraiment inquiétant celle-là. C'est inquiétant parce que nous avons eu dans cette guerre depuis le 28 février. Donc le 28 février, États-Unis et Israël attaquent l'Iran. L'Iran sait que bien sûr, il n'est pas de taille militairement face à la première puissance militaire mondiale, États-Unis, et la première puissance militaire régionale, Israël, les deux étant ensemble. Donc il va lancer ce qu'on a appelé souvent une guerre asymétrique. Il va frapper à peu près tous les pays du Moyen-Orient, dans l'espoir que ces pays décrochent leur téléphone, appellent la Maison-Blanche et disent à Donald Trump, écoute, arrête ta guerre parce que c'est trop coûteux, trop dangereux pour nous. Et en même temps, ils vont bloquer le détroit d'Ormuz, donc bloquer le pétrole et le gaz, faire flamber les prix, créer le risque d'une pénurie pétrolière et gazière mondiale, pour que le monde entier dise à Donald Trump, arrête ta guerre, son coût économique est trop élevé. Et donc, on a eu dès le début mars, avec ce blocage d'Ormuz, des conséquences énergétiques très graves et des frappes sur les pays arabes du Golfe. Émirats arabes unis, vous en parliez, y compris Dubaï, bien sûr. C'était l'un des pays les plus touchés. Ça a été le plus touché pendant les premières semaines de la guerre, tout à fait, absolument. Et en plus, en ville, genre on lève la tête, on voit des drones, des missiles. Mais aussi Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Irak, Bahreïn, même Oman, pas moins, mais Jordanie. Tout récemment, même il y a eu des frappes en Égypte, ce qui a été très peu, mais Turquie, même un peu en dehors du Moyen-Orient, l'Azerbaïdjan, il n'y a pas beaucoup de frappes, mais quelques frappes. Au total, l'Iran a frappé 13 pays. C'est énorme. Depuis le début de ce conflit, ce qui est absolument énorme, sans précédent. Nous vivons avec cette guerre quelque chose que le monde n'a jamais connu. Rappelons que c'est la première fois qu'Ormuz est bloqué pendant plusieurs semaines. Et Ormuz, c'est à peu près 20% de la consommation pétrolière mondiale et 20% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié. Et ouais, c'est le détroit le plus important. C'est un détroit extrêmement stratégique. Et c'est pour ça que le monde entier est concerné par cette guerre, et pas seulement les pays qui sont au Moyen-Orient et les États-Unis. Mais du coup, pour vous, la guerre, elle n'est pas terminée là? La guerre n'est pas terminée. Alors, rappelons les différentes étapes. La guerre commence le 28 février. Il y a un cessez-le-feu, négocié notamment par le Pakistan, qui entre en vigueur le 8 avril. Et donc là, ça se calme. Ça ne veut pas dire que c'est le calme complètement plat, mais on n'a plus des opérations militaires intenses comme entre le 28 février et le 7 avril. Autre étape suivante, protocole d'accord signé entre Iran et États-Unis le 17 juin. Et là, un nouvel espoir d'aller vers vraiment pas seulement un cessez-le-feu, mais une possible paix et un déblocage d'Ormuz. Ça va mieux pendant quelques semaines,
Et puis, l'Iran constate que de plus en plus de navires passent Hormuz en passant par les eaux omanaises. Donc la voie sud. Détroit d'Hormuz, on a au nord l'Iran, au sud Oman. Et ce passage par Oman est encouragé évidemment par les États-Unis, qui vont protéger certains navires. Et là, les dirigeants iraniens se disent, on est en train de perdre le contrôle d'Hormuz, il faut donner un coup de semonce. Et le 7 juillet, ils tirent sur des navires qui passent par Oman. Les États-Unis recommencent à frapper l'Iran pendant plusieurs jours. L'Iran recommence à frapper des pays arabes du Golfe, mais moins les Émirats arabes unis, mais beaucoup d'autres. Et donc on est reparti. Il y a eu des accords entre les deux. Il n'y a rien d'officiel, mais il est difficile de penser qu'il n'y a pas eu d'accord. Pourquoi est-ce que l'Iran, pendant plusieurs semaines, aurait eu comme cible principale les Émirats arabes unis par rapport à tous les autres pays arabes, même si les autres étaient frappés, et que dans les dernières semaines, les Émirats a été très peu frappés. Il y a forcément, les Iraniens n'ont pas oublié que les Émirats existent, ils sont juste en face d'eux, de l'autre côté du Golfe. Donc il y a forcément une explication qui tient à un accord secret entre les deux pays, en sous-main, clairement. Mais en tout cas, l'Iran a repris des frappes contre les pays arabes du Golfe, avec donc, nous l'évoquions, Qatar, Koweït, Bahreïn, Arabie Saoudite, Jordanie, pas mal ciblé, Irak. Même Égypte, bon c'était très bref, mais même pour montrer qu'il pouvait aller jusque-là, jusqu'à frapper des navires au large des côtes égyptiennes. Donc il est difficile de dire que la guerre est terminée quand vous avez, depuis le 7 juillet, quasiment, pas tous les jours, mais quasiment tous les jours, des frappes américaines contre l'Iran et des frappes iraniennes contre plusieurs pays du Moyen-Orient. On constate que dans cette dernière phase, cette phase actuelle, pas forcément la dernière, Israël n'intervient plus. C'est vrai. Israël intervient toujours au Liban, à Gaza, en Cisjordanie. Mais il n'y a pas eu de frappe Iran vers Israël, Israël vers Iran, pour l'instant, parce que les États-Unis sont en train de négocier indirectement via Pakistan, Qatar, Égypte, parfois Turquie, avec l'Iran, et qu'ils ne tiennent pas à ce qu'Israël mettent de l'huile supplémentaire sur le feu. Et les dirigeants iraniens n'ont pas frappé Israël parce qu'ils savent que s'ils frappent Israël, Israël les frappera immédiatement après. Ce qui montre qu'ils sont tous sauf fous, qu'ils raisonnent. Ça on le savait, mais qu'ils raisonnent froidement. Mais évidemment, si il y avait une frappe impliquant Israël, on serait encore reparti dans un niveau d'intensité militaire encore plus important. Ces derniers jours, Donald Trump a annoncé un accord en disant il est possible qu'il y ait un accord bientôt sur Hormuz, donc j'allais faire des frappes énormes contre l'Iran. Je les arrête parce que l'Iran m'a demandé d'arrêter, l'Arabie Saoudite aussi, quelques pays arabes du Golfe. On est proche d'un accord sur Hormuz, mais au moment où nous enregistrons cette vidéo, nous sommes le 8 août si je ne me trompe pas, au moment où nous parlons, il n'y a toujours pas d'accord sur... Est-ce qu'il y en aura dans quelques heures, dans quelques jours? Premier point. Deuxième point, que sera le contenu de l'accord? Troisième point, est-ce qu'il sera respecté? Ça fait pas mal de questions. Et si vous voulez mon avis, pour moi, Bien sûr. le Dow Jones, il parle, le Nasdaq, etc. Oui. Et quand moi je vois la bourse qui depuis le 1er avril, donc quasiment 2 mois avant l'accord, Oui. 2 mois avant le premier Oui, accord, tout depuis à fait. le 1er avril, ça fait que monter. Oui. Le Nasdaq il a pris 30% depuis le 1er avril. Les bourses mondiales se portent très bien, notamment Pour les moi, bourses si ça américaines. monte, ça veut dire que pour les traders, pour les investisseurs, pour les sociétés, ce conflit, il est fini. Pour Alors, moi. Parce que si ça monte, ça veut dire que déjà, de 1, ça monte à cause du potentiel de l'IA. Oui, Mais voilà, deuxièmement, il y a cette question-là de l'IA qui est mais, capitale. mais aussi, parce que, parce que pour eux, moi je pense, parce que pour eux, la guerre, elle est finie et ça n'aura pas d'impact sur les chiffres d'affaires, les bénéfices, les ventes. Et en gros, c'est ça. Parce que s'il y avait le moindre doute, ça ne serait jamais remonté aussi vite. Alors, Sachant que, petite précision, le Dow Jones a quand même fait 23 plus hauts historiques cette année, Oui. 2026, alors qu'on attend en pleine guerre. Vous avez mis l'accent sur 2 points très importants. L'IA, il y a une bulle IA qui tire les bourses à la hausse. Jusqu'où ça ira, ça reste à voir, mais pour l'instant, ça monte, c'est clair, ça bat des records. Et deuxième élément que vous avez indiqué qui est important, clairement, les marchés boursiers, parfois pétroliers, pensent que le conflit États-Unis, Israël, Iran
c'est pas complètement fini, mais ça va pas vraiment reprendre comme avant, qu'on va vers une solution. Alors ça, ces 2 points sont justes. Sur le deuxième point, ce n'est pas parce que ces milieux financiers, boursiers, pétroliers anticipent cela que ce sera vrai. C'est vrai. On Non, parle c'est des d'anticipation, tout à fait. probabilités. Mais ces marchés se sont quand même trompés à plusieurs reprises, comme tout le monde. Hein. Derrière les marchés, il y a des êtres humains, il y a des traders. Bien sûr. Et donc, par conséquent, voilà, même ils peuvent avoir toute l'IA du monde, ils n'ont pas de boule de cristal, c'est différent. N'oublions pas que, après le cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril, le prix du pétrole a fortement baissé, on s'est dit ça y est, c'est terminé. Il a remonté après parce qu'on a vu qu'on n'allait pas vers un accord de paix. On a anticipé le protocole d'accord du 17 juin Iran-États-Unis, les prix ont baissé et après ils ont remonté parce qu'il y a ce durcissement que j'ai évoqué tout à l'heure. Bon. Là, Trump dit tout récemment, on est proche d'un accord sur Hormuz, on me dit que bientôt l'accord est imminent, Hormuz sera à nouveau libéré. Bon, optimisme à nouveau des marchés. Je pense que les traders sont des gens extrêmement au courant de l'actualité mondiale, très intelligents, très forts intellectuellement, très matheux, c'est logique hein, quand on fait ce genre de choses, mais que peut-être sur le plan de la géopolitique mondiale, ils sont un peu trop optimistes et que parfois ils se convainquent eux-mêmes que les choses vont mieux. Mais cela dit, on a quand même toujours une guerre en Ukraine qui dure depuis 4 ans et demi. Et ce conflit Iran-États-Unis, je laisse de côté Israël pour l'instant, même si c'est le 3e larron, on n'est pas encore sorti. Et la situation d'Ormuz, dans les semaines et les mois qui viennent, très franchement, qu'est-ce qui va se passer On n'en sait rien. Pour l'instant, ils parlent s'il y a un accord, l'Iran ils vont prendre des frais sur chaque bateau, c'est ça? Alors, Et il y a plusieurs accords. Dans tous les cas, les deux ils sont gagnants. alors, ce qu'il faut dire, pour être très prudent par rapport à ceux qui nous regardent, au moment où nous parlons, nous ne commentons pas un document, parce que nous n'avons pas de document. Non, exactement. Nous commentons des informations, des gens qui vous disent, dans ce projet d'accord, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais ils ne vous donnent pas le texte. Non, on n'a toujours pas, c'est vrai. Tant qu'on n'a pas de texte, il faut être prudent. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sous réserve de le vérifier? Le projet d'accord Iran-Oman prévoirait que les navires entrant dans le Golfe passeraient par les eaux iraniennes. Les navires qui sortiraient du Golfe passeraient par les eaux omanaises. Ce serait le partage des tâches. Ok. Et que pendant 2 mois, aucun frais, aucun péage, aucun droit de transit, quel que soit le mot que vous utilisez, ne serait perçu. Et qu'après, on verrait. Et que l'accord de 2 mois Iran-Oman pourrait être prolongé d'un commun accord. Donc ça, c'est ce qu'on lit le plus souvent de la part de bonnes sources, hein, notamment américaines, iraniennes, dans la région des pays arabes du Golfe, etc. Mais, encore une fois, on n'a pas vu le texte, on n'a pas vu le projet d'accord. Alors, supposons que ce soit ça. L'Iran déjà vous dit, non, c'est pas tout à fait ça. Et ils vous disent, je parle du ministère iranien des Affaires étrangères, hein, ils vous disent, voilà, les bateaux qui entrent dans le Golfe passeront bien par chez nous. Les bateaux qui sortent du Golfe passeront d'abord par chez nous, puis par Oman. Déjà une différence. Pas une petite différence. Hein. Ça veut dire que l'Iran nous dit, mais finalement les bateaux dans les 2 sens, ils passeront par chez moi. Ce qui n'est pas ce que disent d'autres sources en disant, ils entrent par l'Iran, ils sortent par Oman. Bon. Donc déjà, il y a un problème. Ensuite, supposons que ce qu'on nous dit soit vrai, ce qui est possible. Il faut que les États-Unis soient d'accord avec ça. Parce qu'un accord Iran-Oman, même s'il est conclu demain, si la première puissance mondiale dit cet accord, j'en veux pas. Parce que ça permet à l'Iran de contrôler Hormuz, on n'en veut pas. Il n'y a pas d'accord. Donc, c'est pas seulement l'Iran nous dit, moi je négocie pas avec Washington, je négocie avec Oman, point. C'est nous qui vont gérer Hormuz. Mais ça ne peut se faire qu'avec l'accord des pays arabes du Golfe, qui ont quand même leur mot à dire, à part Oman, hein, dont les Émirats qui sont juste à côté d'Hormuz quand même, il ne faut pas l'oublier, et d'autres. Et puis les États-Unis qui sont omniprésents dans la région. Donc déjà, on ne connaît pas exactement le contenu d'un possible accord Iran-Oman. Ensuite, il faut savoir si Washington donnerait son aval à cet accord.
Et troisièmement, il faudrait voir comment l'accord serait appliqué du côté iranien, alors que les dirigeants iraniens nous disent depuis plusieurs semaines, nous voulons contrôler Hormuz jusqu'à la fin des temps. On ne reviendra jamais à la situation d'avant le 28 février. Hormuz, c'est nous, on contrôle tout. Et qui ajoute, Hormuz, le contrôle d'Hormuz, c'est l'équivalent d'une bombe atomique. Et même certains dirigeants iraniens qui vous disent même, contrôler Hormuz, c'est mieux qu'une douzaine de bombes atomiques. Donc ça fait énormément d'incertitudes. Et c'est pour ça que je pense que les traders, sur le plan de l'analyse géopolitique, sont pour l'instant un peu trop optimistes en anticipant un accord. Alors, peut-être qu'il y aura un accord, il y aura bien un accord un jour. Mais penser qu'il est vraiment dans les jours qui viennent, je serais beaucoup plus prudent qu'eux. Parce que moi, je pars du principe aussi que les traders, les investisseurs, les banques, etc., ils ont des informations en avance et ils jouent beaucoup sur les probabilités. Oui. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et quand on voit aussi qu'ils ont investi des milliards, aussi c'est pour ça que ça monte. Vous avez entendu parler des CAPEX. Oui. Les 200 milliards d'investissements, Apple, je ne sais qui. Bien sûr, tout à fait. Amazon, bref, il y a 3 sociétés qui ont investi. Mais là, on revient à l'IA, à la bulle IA, etc. Mais ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que, en gros, le potentiel de l'IA, il est tellement élevé que la guerre Iran-États-Unis, elle est passée en secondaire? Non, je ne dirais pas ça. Alors, je reviens sur ce que vous disiez juste avant, et je n'oublie pas ce point-là. Vous disiez, je pars du principe que les banques, les investisseurs, sont des gens très bien informés et qui savent des choses que nous ne savons pas. Ouais, c'est vrai. Pas forcément. Ah ouais? Pas forcément sur la géopolitique mondiale. Ok. Non, ils peuvent se faire piéger La comme nous. plus grande banque du monde ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des dirigeants iraniens. Déjà, est-ce que le guide de la République islamique d'Iran, Mojtaba Khamenei, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort? C'est vrai. Et qui est-ce qui le sait? Il y a quelques personnes qui le savent en Iran. Mais bon, donc évidemment, il ne faut pas sous-estimer ces grands acteurs financiers qui sont très bien informés. Ils n'ont pas de boule de cristal, plus que vous et moi, par rapport à des aspects géopolitiques. Et la géopolitique est cruciale dans ce domaine-là. Parce que pourquoi il y a une guerre? C'est de la géopolitique. On bloque en bout, c'est de la géopolitique. Donc les probabilités, tous les calculs possibles, c'est bien. Avoir un réseau d'information très large au niveau mondial, comme ces grands acteurs financiers, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête des dirigeants iraniens qui dirigent en Iran entre le guide dont on ne sait même pas s'il est encore vivant et dans quel état s'il est vivant, entre les gardiens de la révolution, entre une partie du camp iranien, je ne dirais pas plus souple, mais plus réaliste, autour du président de la République, Massoud Pezeshkian, du ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, du président du Parlement iranien Ghalibaf, qui veulent quand même arriver à un accord. Donc, au sein de l'État iranien, il y a au moins 3 camps différents au moment où nous parlons. Et ce n'est pas un régime transparent, démocratique. Ça se passe dans des cercles très fermés. La plus grande banque du monde ne peut pas vous dire l'Iran va faire ci, va faire ça, parce que personne ne le sait. Donc, ne surestimons pas ces acteurs financiers qui ont énormément de connaissances, d'informations, de réseaux, mais pas sur des aspects géopolitiques aussi complexes que ceux qui tournent autour de l'Iran aujourd'hui. Ils peuvent se tromper comme tout le monde. Ah, c'est intéressant, parce que la façon dont ça monte, c'est impressionnant. C'est impressionnant, sans aucun doute, absolument. Par exemple, c'est une petite anecdote, mais c'est une petite statistique. Si vous aviez investi, je sais pas, 5 000 € sur Apple, Amazon, bref, sur 5 grosses sociétés, c'est clair. Aujourd'hui c'est 130 000. C'est clair, absolument. Depuis 2018. Tout à fait, tout à fait. C'est énorme. Alors, ça fait que monter. C'est spectaculaire, mais attention à la bulle possible. Oh, ça c'est sûr qu'elle va arriver, ça on sait. Vous connaissez bien le secteur des crypto-monnaies. Bon, on a vu, voilà, on a ça monte, et puis il y a des moments où ça baisse et on prend des coups. Hein. Quand il y a quelque chose qui fait que monter, au bout d'un moment, ça explose. On dit sur les marchés boursiers, vous avez ce proverbe que vous connaissez bien, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Exactement. Ça dit bien ce que ça veut dire. Et je reviens à l'IA. Il y en a une autre aussi. Quand on monte,
On prend l'escalier, mais quand on descend, on prend l'ascenseur. Et parfois on est en chute libre. Ouais, c'est l'ascenseur ça, qui est en panne, donc il s'effondre. Exactement. Vous parliez de l'IA tout à l'heure. L'IA, c'est évidemment spectaculaire, mais derrière l'IA, il faut de l'énergie. Ça fonctionne avec l'électricité. Exactement. D'où vient l'électricité? C'est une bonne question. Pour les centres de données, data center en bon français, etc. Bon. Donc il y a des liens IA-énergie. L'IA n'est pas déconnectée de tout ce qui est dans l'économie mondiale et du secteur de l'énergie. S'il y a une crise énergétique majeure, ça se répercutera aussi sur l'IA en termes de disponibilité et de prix. On voit aux États-Unis, dans certains cas, des responsables politiques qui commencent à dire qu'il faudrait peut-être geler la construction de nouveaux data centers parce que ça consomme tellement d'électricité que ça fait flamber les prix. Et autour de moi, dans un État, puisqu'aux États-Unis c'est 50 États, donc je prends le gouverneur d'un État, y compris d'un État type Texas, très favorable à ce type normalement d'industrie, qui se dit oui mais quand même les gens me disent quand même c'est bien beau l'IA, les data centers etc. partout, mais ça fait flamber les prix de l'électricité et nous les entreprises qui ne sont pas toutes dans l'IA, les questions d'approvisionnement en eau, et ça c'est aussi un problème d'énergie et eau derrière l'IA. Donc l'IA c'est la flambée, c'est etc. Ça monte de tous les côtés. Mais attention, ils ne sont pas sur une autre planète, ils sont sur la planète Terre. Ils ont besoin d'énergie et d'eau. Et il se peut qu'à un moment donné, des particuliers, des associations, ça a déjà commencé, des entreprises, disent au pouvoir politique, écoutez, ok d'accord, on n'a rien contre l'IA en principe, mais il faudrait peut-être un peu freiner la tendance, parce que pendant ce temps, vous faites flamber les prix de l'électricité, de l'énergie, et vous créez des tensions sur les approvisionnements en eau dont le monde entier a besoin. Donc peut-être faut mettre un peu la pédale douce. Après, c'est sûr qu'il y aura des problèmes, ça c'est sûr. Pour l'instant, tout est beau, tout est rose. Après, c'est sûr qu'il y aura des problèmes. Déjà, il y aura la suppression d'emplois à cause de l'IA. Il y aura plein de choses. Problème énorme. Elon Musk, il a déjà dit. Il a dit à cause de l'IA, vous allez tous perdre votre travail. Donc il a dit salaire universel. Je ne sais pas si ça va être faisable. Il a dit salaire universel pour tout le monde. $2000. Vous savez, je lisais récemment un reportage dans la presse française, je ne sais plus quel journal. Ils avaient interrogé des cadres dans des entreprises françaises et qui disaient je pense que dans quelques années, j'aurai plus de travail parce que l'IA m'aura pris mon travail. Et ces cadres, qu'est-ce qu'ils envisageaient? Parce qu'ils voulaient anticiper les choses. Eh bien, ils commençaient à se reconvertir en faisant des formations d'artisans, électriciens, plombiers, ou dans un autre domaine, mais proche, la boulangerie, en disant ça, l'IA ne prendra pas notre travail. Même ça, il va le prendre. L'IA va prendre beaucoup de travail dans le domaine intellectuel, Ouais, ça, mais sûr. c'est pas l'IA qui va venir réparer votre plomberie si vous avez un problème chez vous. Non, Il mais faudra là, toujours que des personnes viennent. par exemple, les métiers qui sont le plus touchés par la suppression d'emplois aux États-Unis, c'est le secteur de l'information. Oui, bien sûr. Tous les mois, ils perdent du travail, les gens. Pourquoi? Parce que ChatGPT, il écrit mieux les articles, entre guillemets, enfin, l'IA, ils écrivent mieux les articles, plus vite, moins de Je fautes précise que je d'orthographe. continue à écrire mes articles sans IA, je précise, parce que et j'y tiens. Ah, vous Ah, utilisez je pas l'IA? n'utilise pas l'IA. Jamais. Non, parce que moi, je veux faire moi-même le travail, Ouais, de votre cerveau. de A à Z. Le travail, pour moi, j'adore ce que je fais, donc le travail est un plaisir. Oui, c'est une passion. Et donc, je ne veux pas qu'on me réduise mon travail, qu'on me mette au chômage, puisque je perds quelque chose que j'aime. Donc, je veux continuer à faire mon travail de A à Z, je veux chercher moi-même mes informations, analyser les informations, écrire moi-même mes articles, mes notes, etc. Alors, ça demande évidemment, c'est plus fatigant que d'appuyer sur un plus de bouton temps, avec ouais. l'IA, plus de temps. Mais mon but n'est pas de réduire mon temps de travail, c'est d'avoir du plaisir à faire ce que je fais. C'est une bonne information. C'est- C'est une bonne chose, hein, je ne savais pas. Mais pour revenir à ce que vous disiez, dans beaucoup de cabinets d'avocats, on utilisait beaucoup de stagiaires en disant voilà, vous allez nous chercher des choses par rapport à la jurisprudence, décision des tribunaux, etc. Aujourd'hui, vous faites travailler l'IA et Vous donc le faites vous tout seul. n'embauchez plus ces jeunes stagiaires. La traduction,
Aujourd'hui, Seul. le traducteur, c'est un métier qui va disparaître, hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Alors peut-être pas pour certaines traductions littéraires, peut-être, mais la traduction, je dirais, technique, économique, etc. Quand vous voyez les performances de l'IA en matière de traduction, moi récemment j'ai écrit un article donc, pour le centre que j'évoquais au Maroc, donc le Policy Center for the New South, et ils me disent, je l'écris en français, et ils me disent on va le faire traduire en anglais par l'IA. Alors j'aurais dit ok, d'accord, très bien, mais j'aimerais bien le voir avant la publication, parce que je voudrais voir ce que fait l'IA. Pas question. Je lis le texte traduit par l'IA de mon article et je me dis ah oui, ça, chapeau quand même, hein. J'avais regardé ça il y a quelques années en arrière et il y avait pas mal de choses à redire, mais les progrès sont tellement énormes que là vraiment je pense que j'ai dû voir deux toutes petites choses dans mon article de 5-6 pages, deux petits détails, mais autrement la traduction était très bonne, hein. Et pour en revenir rapidement sur la bourse, pourquoi pour moi ça fait que monter? Parce qu'à chaque fois il y a des nouveaux produits, de nouvelles technologies. En fait, l'être humain il évolue tellement vite qu'aujourd'hui c'est l'IA qui est au centre des débats. Oui. Mais dans 2030 il y aura encore un nouveau truc qui n'existe même pas encore aujourd'hui. C'est l'histoire de l'humanité. Ça va tellement C'est- vite. Et SpaceX, ils ont annoncé un chiffre là il y a quelques jours. Ils ont parlé de potentiel 1000 milliards de chiffre d'affaires d'ici 2030. Je reviens énorme. sur C'est énorme. des choses anciennes, mais c'est pour montrer l'évolution. Quand la radio est arrivée, ça fait longtemps, hein. C'était une révolution. C'était une révolution. La télévision, une révolution. Après, on a eu les magnétoscopes, j'en souviens peut-être, hein, les cassettes vidéo, etc. Bon, il y a les vidéodisques qui n'ont pas marché, etc. Après, on a eu les lecteurs de DVD, etc., bon, qui ont envoyé les magnétoscopes dans les placards, mais on les a plus ressortis. Après, on a eu dans le désordre l'ordinateur portable, le téléphone portable, etc. Bon. Donc, on a constamment des progrès, et c'est la créativité humaine qui fait que parfois on nous dit mais la croissance, ça va forcément s'arrêter. Non, je Parce pense qu'on pas. est dans un monde avec des limites. Mais ce que les gens oublient, c'est que ce qui n'a pas de limite, c'est la créativité humaine. Ah ouais, c'est vrai. Les ressources ont des limites, mais pas ce qu'il y a dans nos têtes. En tout cas dans les têtes de certains d'entre nous. L'être humain, on sait s'adapter très très fort. Des fois, on est un peu bête, mais on est aussi très très fort. On est en tout cas très adaptable et très créatif. Ensuite, bien sûr, toute innovation n'est pas bonne à 100% en soi. Pour la planète, etc., etc. Il y a l'environnement, il y a la planète, il y a, pensez par exemple, revenons à l'IA, au risque de désinformation, manipulation Ouais, c'est vrai. qu'on voit dans l'actualité française au moment où nous parlons, hein, dans l'actualité mondiale. Hein. Des vidéos qui paraîtront absolument parfaites, vraies, etc., qui seront complètement Des fois, fausses, je regarde très des vidéos, difficiles à détecter, je sais même pas si c'est vrai ou faux. donc danger pour la démocratie. Et puis, pour aller encore plus loin dans des scénarios sombres, qui ne sont pas que sombres, hein, mais voilà, pour l'utilisation de l'IA demain pour créer un nouveau virus que personne ne connaît, qui fera des ravages parce que l'être humain, le corps humain n'y est pas habitué. Et aucun vaccin, etc. Bon, en poussant très loin, mais pensons à des groupes terroristes. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, voilà, pour faire des bombes grâce à l'IA, qui vous donnera le mode d'emploi, etc. Bon. Donc, il y a des aspects extrêmement positifs, d'enrichissement intellectuel, etc. Et des aspects potentiellement très négatifs. Donc, tout ça pose la question d'une quelle régulation? Bah, en parlant de régulation, quel niveau vous avez vu ce qu'il a dit Trump sur Anthropic. Oui, Il tout a à dit fait. c'est tellement développé qu'on doit le brider. C'est un truc de fou. Il a dit c'est tellement développé qu'on doit le brider. En gros, vous n'allez pas l'utiliser à 100%. Oui. C'était par rapport à Claude et Mytho. Ouais, Claude. Tout à fait, exactement. Donc, voilà, ces développements techniques sont fascinants, mais il ne faut jamais oublier que la technologie, ce n'est pas tout. Ce n'est pas un bien en soi. C'est souvent dual. Il y a des aspects très positifs, il y a des aspects qui sont potentiellement très dangereux. En tout cas, c'est le secteur où il y a eu le plus d'investissement. Ils ont investi Ça, 200, c'est clair. 200 milliards. C'est clair. Amazon 200 milliards. Alors ensuite, je sais plus. je reviens au mot de bulle que j'employais tout à l'heure, avec point d'interrogation. Une question que commencent à se poser certains acteurs financiers,
on investit des sommes énormes, etc. Quand est-ce que ce sera rentable? C'est ça la question. On n'y est pas. Hein. Non, toujours pas. Alors, c'est logique pour quelque chose qui est nouveau. Je veux dire, par définition, on ne gagne pas de l'argent tout de suite. On investit, on développe des technologies, etc. On trouve des marchés et puis on espère que. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore démontré. Pour l'instant, c'est ça les interrogations des marchés financiers. Tout à Quand il y a fait. des baisses, c'est soit ça, soit les taux d'intérêt. Quand est-ce qu'ils vont être remontés? Tout à fait. Les probabilités que ça remonte en septembre, en octobre, en novembre. C'est à cause de ça que ça baisse. Et puis, évidemment, n'oublions pas Hormuz. Hormuz, ah ouais, troisième. Parce que si Hormuz était complètement bloqué, quasiment comme ça l'a été pendant plusieurs semaines, le monde perd instantanément 20% de la consommation pétrolière mondiale, 20% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié. Et combien de temps le monde peut vivre avec ces deux pertes-là? Compliqué. Alors pour le cas du pétrole, on peut réduire ces 20%, heureusement, parce qu'on a des oléoducs qui permettent de transporter du pétrole sans passer par Hormuz. L'oléoduc Est-Ouest Arabie Saoudite, on part du Golfe arabo-persique pour aller en mer Rouge, Yambou. L'oléoduc irako-turc, on arrive sur la Méditerranée. Aux Émirats Arabes Unis, pays que vous connaissez bien, parce que vous y résidez, un oléoduc qui permet de déboucher juste à l'extérieur du Golfe. Ouais, j'ai vu. Du détroit d'Ormuz. De Djebel Ali, je crois, jusqu'à Oman, je crois. Alors, Oman est un point évidemment clé parce qu'Oman est à l'extérieur. Pour contourner le détroit d'Ormuz. Et il y a de nouveaux projets. Développer l'oléoduc irako-turc, qui a une capacité assez faible, seulement 250 000 barils par jour. On parle d'un oléoduc Irak, Syrie, Méditerranée. On parle d'un possible oléoduc Irak, Jordanie, mer Rouge, après Méditerranée, via le canal de Suez. Les États-Unis soutiennent fortement le premier projet Irak, Syrie, Méditerranée, Banias, le port syrien sur la Méditerranée. Ils soutiennent également le développement de l'oléoduc irako-turc jusqu'à la Méditerranée. L'Arabie Saoudite étudie, Saudi Aramco, une possible hausse de la capacité de l'oléoduc Est-Ouest qui fonctionne, pour qu'il soit encore plus important en termes de capacité. Donc il y a des choses qui se passent. Les pays et les compagnies ne restent pas les bras croisés en disant on ne sait pas ce qui va se passer par rapport à Hormuz, mais ça reste un point clé des inquiétudes économiques et géopolitiques mondiales en 2026. Tant que cette question ne sera pas réglée, et au moment où nous parlons, elle ne l'est pas. En fait, cette année, vous n'avez pas dormi cette année. J'ai peu dormi. Il faut quand même dormir, parce que sinon on meurt. Mais j'avais prévu de dormir un petit peu plus. Et Iran, États-Unis, Israël ont réduit mes heures de sommeil depuis plusieurs mois. Et ça, vous y attendiez pas, non? Non. Imprévisible. Alors, je me disais qu'il pourrait y avoir une nouvelle guerre contre l'Iran. Il y en avait déjà une en juin 2025. Israël-Iran est le dernier jour de la guerre des 12 jours. Trump frappe 3 centres nucléaires en Iran. Il y avait encore beaucoup de tensions, notamment sur le nucléaire iranien, sur d'autres sujets. Donc, qu'il y ait une nouvelle guerre n'était malheureusement pas une grande surprise. Mais à savoir quand elle allait arriver, comment, combien de temps elle allait durer, la réaction iranienne consistant à tirer sur 13 pays du Moyen-Orient, à bloquer Hormuz, à frapper des installations pétrolières et gazières dans les États du Golfe, champs pétroliers, usines de traitement, raffineries, oléoducs, navires, tankers, méthaniers. Ça par contre, une telle intensité militaire, pétrolière, gazière, le tout mêlé à partir du début 2026, honnêtement, je pense que personne n'avait complètement prévu ce scénario. On avait prévu des bribes, mais pas le scénario complet. En tout cas, je pense que la ville, le pays le plus touché, c'est les Émirats Arabes Unis, non? Alors clairement... En dehors de l'Iran, je crois. Alors, l'Iran, bien sûr, vous avez raison, parce qu'il a subi des frappes très, très fortes de la part des États-Unis et Israël pendant plusieurs semaines. Donc les destructions sont énormes. Il n'y a pas de vidéo de ce qui se passe là-bas. Non. Donc, ça doit être chaud. Vu la nature du régime, évidemment, mais les destructions sont considérables. L'économie iranienne allait déjà très mal avant la guerre, et elle va encore beaucoup plus mal après. Donc ça c'est clair, l'Iran bien sûr. Les Émirats ont été le pays le plus frappé par l'Iran entre le début de la guerre, donc disons début mars,
le temps que l'Iran réagisse après le 28 février, et le cessez-le-feu, le 8 avril. Dans les dernières semaines, les Émirats sont assez épargnés par l'Iran, mais d'autres pays arabes sont sous les feux iraniens. Mais oui, pendant plusieurs semaines, les Émirats ont été le plus visés par les missiles balistiques, missiles de croisière et drones iraniens. Ah, parce que là, il y a zéro touriste. Hein. Là, vraiment, là, déjà quand la guerre a commencé, c'est normal, tout le monde est parti, tous les touristes sont partis d'un coup. Bien sûr. Ils sont tous partis par Oman. Mais tellement il y avait de monde qui voulait partir par Oman, il y avait la queue, tu devais attendre 3-4 jours avant d'avoir ton avion. Ah, c'était un truc de fou. Hein. C'est ça. Incroyable, incroyable. Donc là, tous les touristes, plus il y avait des résidents qui sont partis, c'était vide. Plus l'impact sur les investisseurs. Exactement, les promoteurs immobiliers ils ont perdu de la valeur, etc. Mais franchement, Dubaï, j'ai jamais vu ça. Vide. Mais je pense qu'ils vont mettre 2-3 ans avant de retrouver les chiffres au niveau Ça des ne pourra touristes. pas repartir comme avant rapidement. De toute façon, c'est un pays qui fonctionne grâce aux expatriés et aux touristes. Hein. Bien sûr. 95% des gens, c'est ça. Pour ces pays arabes du Golfe, une perte importante de recettes d'exportation liées au pétrole et au gaz, blocage d'Ormuz, perte de recettes budgétaires liées à ces mêmes secteurs, plus tourisme, plus etc., plus toute l'économie. Donc ces pays-là ont perdu énormément d'argent et cette guerre a remis en cause le modèle économique qu'ils développaient avec succès depuis plusieurs années. La sécurité, c'est ça l'avantage. Absolument. Ils se basaient sur ça. En numéro 1, c'était la sécurité. C'est clair. Et du jour au lendemain, tu as un pour attirer des investisseurs, pour attirer des résidents étrangers, les touristes bien sûr, etc. Donc là, ça s'est effondré. Je ne dis pas que c'est effondré pour toujours. Non, mais ça va revenir, clairement, pour d'ici l'instant, quelques il y a années. tellement d'incertitudes que les investisseurs et touristes ne vont pas se précipiter vers les Émirats, vers le Qatar, vers Bahreïn, vers d'autres pays de la région, avant d'être assurés que les choses se sont vraiment calmées durablement. Et pour l'instant, on n'y est pas du tout. Bah déjà là-bas, les logements maintenant c'est moins cher. Évidemment. Les logements, Airbnb, etc. Bien sûr. Moins cher. Vraiment la semaine. Les chambres d'hôtel. Tu peux dormir à l'hôtel pour 500 € la semaine, dans de très bel hôtel, sur une très belle vue. Hein. Absolument. Avant c'était 1005, là c'est 500 €. Bien sûr. Restaurant moins cher aussi. Même les piscines aussi moins cher. Même les malls, centres commerciaux, vêtements moins cher. Évidemment. Il n'y a pas de mystère, hein. Quand il y a beaucoup d'acheteurs, de touristes, de visiteurs, on baisse les prix pour essayer de sauver un peu les meubles. Et par contre, ils n'ont pas voulu baisser mon loyer. Hein, quand il faut le monter, il faut le monter. Quand il y a une guerre, ils ne le baissent pas. Les loyers, c'est différent. C'est un truc de fou. Ils ne veulent pas baisser mon loyer. Quand il n'y a rien, tu montes. Il y a une guerre, tu ne baisses pas le loyer. Entre un loyer et le prix d'une chambre d'hôtel, c'est pas la même logique économique. Ah, ouais, ça, c'est clair. Il a dit, ouais, mais il y a un contrat. Non. Oui, bien sûr. Déjà, le contrat, c'est quand tu veux, toi. Mais du coup, il y a beaucoup de gens, ils sont partis en Thaïlande, aux États-Unis aussi. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter en ce moment, il y en a un, il a parlé des États-Unis. Il a dit pour un Français, aujourd'hui c'est quasiment impossible d'aller aux États-Unis parce que le coût de la vie il a trop augmenté là-bas. Et c'est vrai que, par exemple, le salaire moyen d'un Américain, je crois que c'est 4500 $, il me semble. 4500 $, alors qu'en France c'est 2000 €. En gros, un Américain il a plus de pouvoir d'achat quand il vient en Europe que nous quand on va là-bas. États-Unis et énergie. Ah, c'est vrai. États-Unis, premier producteur mondial de pétrole. Premier producteur mondial de gaz naturel. Premier exportateur mondial de gaz naturel. Premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. Une superpuissance énergétique. Et lorsque nous avons ce qui se passe depuis la fin février et début mars, Superpuissance. la guerre au Moyen-Orient, blocage d'Ormuz, États-Unis augmentent leurs exportations pétrolières et gazières. Il n'y a pas de détroit d'Ormuz qu'on peut bloquer aux États-Unis. Ils ont d'un côté l'Atlantique, de l'autre le Pacifique. Et personne ne va attaquer les États-Unis pour les empêcher d'exporter leur pétrole, hein, y compris l'Iran. Donc on voit des pays importateurs de pétrole et de gaz, notamment en Europe ou en Asie, deux très grands marchés
pour l'énergie, dont les entreprises se tournent vers les États-Unis pour des livraisons, pas uniquement, mais en partie, pour des livraisons supplémentaires de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Et on voit des pays arabes du Golfe et leurs compagnies nationales, pétrolières et gazières, qui augmentent leurs investissements aux États-Unis dans des projets pétroliers et gaziers. En mars 2026, un nouveau projet de gaz naturel liquéfié, GNL, est entré en production aux États-Unis. Actionnaire principal, Qatar Energy, la compagnie étatique du Qatar. Au même moment où Qatar Energy devait arrêter toutes ses exportations de GNL du Qatar du fait du blocage d'Ormuz et des frappes iraniennes contre le Qatar. Donc ils sont obligés de tout arrêter GNL au Qatar. Ils ouvrent un projet aux États-Unis en mars, au même moment, 2026. Un projet lancé plusieurs années auparavant, évidemment, parce que c'est un projet, c'est un grand projet énergétique. On ne dit pas en février, je commence un aux États-Unis, puis il marche trois mois après. C'est des années, évidemment. Et voilà, donc, l'un des messages pour les acheteurs de pétrole et de gaz, vive les États-Unis, et pour les compagnies arabes, des pays arabes du Golfe, les compagnies pétrolières et gazières, on a intérêt à continuer à investir beaucoup aux États-Unis, parce que c'est un géant pétrolier et gazier, et que personne ne va le bloquer pour exporter son pétrole et son gaz. Et du coup, vous en pensez quoi que pour un Français lambda aujourd'hui, c'est quasiment impossible, je ne vais pas dire impossible, mais c'est quasiment plus dur d'aller aux États-Unis pour en vacances, etc. C'est pas impossible, mais ça coûte cher. Ah, c'est très cher. Alors ça dépend évidemment du pouvoir d'achat du Français dont nous parlons. Exactement. Il y aura toujours des Français qui iront aux États-Unis. Bien sûr. Voilà. Mais pas beaucoup. C'est un voyage, évidemment, supposons que ce soit touristique, il faut, quand on prépare son budget, on voit que oui, c'est pas mal. Ah, moi j'y suis allé l'année dernière. Ah, c'est cher. C'est à quel moment de l'année? En juin. Et vous êtes resté combien de temps? 10 jours. 10 jours. Et vous avez Miami. quels États? Miami. Floride. Ouais, Miami. Vous allez voir Trump à Mar-a-Lago? Ouais, pas loin. Ouais. C'est vrai qu'il Vous est allez jouer là-bas, au lui. golf avec lui? Ah, il est vraiment bien lui là-bas. Ah, c'est la Floride, c'est sûr que c'est sympa. Hein, Moi je pense que c'est un des meilleurs pays du monde, je pense, hein, pour vivre. la première puissance En fait, militaire c'est mondiale, joli, c'est grand. la première puissance économique mondiale, la première puissance technologique mondiale, le contrôle du dollar, la principale monnaie mondiale, à la tête en pointe des nouvelles technologies. La Chine n'est pas loin derrière, mais il reste quand même en tête, et une très grande puissance énergétique. Ça fait beaucoup d'atouts. Ils ont beaucoup de paysages, Bien sûr, c'est un pays immense. Hein. grands. Il faudrait que je vérifie le chiffre, mais de l'ordre de 9 millions de kilomètres carrés. Donc c'est évidemment grand, très diversifié. Mais j'avais regardé quelque chose de très intéressant, et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils sont aussi puissants. Dans les 20 plus grandes matières premières, les 20 plus importantes matières premières, les États-Unis à chaque fois ils sont dans le top 10 des producteurs. À chaque fois. Quand vous avez un pays très vaste en termes de superficie, en termes de statistiques, il est logique que vous ayez pas mal de matières premières dans votre sous-sol. Beaucoup plus qu'un pays qui est tout petit. Ça paraît assez clair. Russie, Canada, Australie, Chine, États-Unis, etc. sont des géants en termes de matières premières. Alors, ils ont beaucoup de choses. Ils n'ont pas tout, parce que personne n'a tout, évidemment. Mais ils sont en train de développer une politique par rapport à ce qu'on appelle souvent les minerais et métaux stratégiques ou critiques. Essentiels pour la transition énergétique, essentiels pour la défense, essentiels pour tout ce qui est évidemment nouvelles technologies, IA, etc. Donc, quelque chose qui est stratégique, puisqu'il y a 3 secteurs clés. Lorsqu'ils n'ont pas ce qu'il faut, alors parfois ils ont ce qu'il faut, mais ils ne l'exploitaient pas. Parce que c'était trop cher, trop polluant.
Donc, ils ont fait comme beaucoup de pays occidentaux en disant on laisse ça aux Chinois et on va importer. Mais importer beaucoup de choses stratégiques de la République populaire de Chine, c'est pas forcément un très bon choix en termes géopolitiques. Donc maintenant, on y revient et on se dit, puisque c'est stratégique, il faut qu'on valorise le potentiel qu'on a. Et on voit le gouvernement américain, sous l'administration Trump 2, utiliser les moyens du département de la défense, de la guerre, pardon, de son nom actuel, le Pentagone, département de l'énergie, pour financer des projets de développement de minerais et métaux stratégiques aux États-Unis. Donc l'État fédéral subventionne des groupes privés pour qu'ils développent ces ressources qu'ils n'auraient pas forcément développées sans aide fédérale. Premier point, développer le potentiel local avec application de l'État fédéral. Deuxième point, s'entendre avec des pays proches qui sont riches en ressources. Canada, Australie et d'autres. Troisième point, s'entendre avec des pays en développement qui ont un potentiel important, notamment Amérique latine, Afrique. Et conclure des accords gagnant-gagnant, États-Unis, ces pays-là, avec là-dedans un échange de bons procédés, mais vous allez trouver dans pratiquement tous ces accords une partie minerais et métaux stratégiques avec investissement d'acteurs industriels américains dans ces pays-là. L'idée, c'est vraiment de ne pas garder un niveau de dépendance très élevé par rapport à la République populaire de Chine, par rapport à des minerais et métaux stratégiques et ou critiques. La Chine, ils sont juste derrière, hein, en deuxième. Hein. Il leur colle au basque. Chine, deuxième puissance mondiale, et qui souhaite à l'horizon 2049 devenir le numéro 1. Ah, c'est intéressant ça, 2049, je savais 2049, pourquoi 2049 et pas 2050 ? Parce qu'ils disent que ce sera un siècle après la révolution communiste, Mao Tse-tung, 1949. Mao Tse-tung et le Parti communiste chinois prennent le pouvoir en Chine en 1949 et ils disent 100 ans après exactement, donc c'est pour ça que ça fait 2049 et pas 2050, nous serons la première puissance mondiale. Ce qui veut dire devant les États-Unis. États-Unis qui n'ont pas du tout l'intention de se laisser doubler par la République populaire de Chine. D'où un affrontement stratégique entre les deux plus grandes puissances de notre époque, États-Unis numéro 1 qui veulent rester, Chine numéro 2 qui voudrait devenir le numéro 1. Mais à votre avis, on est dépassé ou pas? C'est pas gagné. C'est une bonne question. Hein. Je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer les États-Unis. C'est une grosse erreur. Je ne suis pas en train de faire un pari, mais je dis à beaucoup de personnes qui m'interrogent là-dessus, surtout ne pensez pas que la progression chinoise est irrésistible et que forcément on prolonge la tendance, il ne faut jamais faire ça en termes de prospective, on se trompe tout le temps, et que forcément, vu leur croissance, vu ceci, vu cela, les Chinois forcément vont doubler les Américains, c'est loin d'être gagné. Mais le duel est redoutable, un duel, grande tradition de l'Ouest américain. Ça c'est sûr, que c'est un grand match de football. Et pour des décennies à venir, c'est pas un match pour l'année 2026. Ou jusqu'en 2030. C'est un horizon de dizaines d'années devant nous. Mais comment vous connaissez toutes les dates Comment en fait vous connaissez beaucoup de travail. Toute l'histoire, toute la géographie, toutes les dates. Vous êtes une encyclopédie vivante en fait. Beaucoup de travail, beaucoup de lecture. Incroyable. Il n'y a pas de secret. Vous avez une bonne mémoire aussi. J'ai une bonne mémoire, c'est vrai. Mais vous savez, la mémoire humaine, on a un potentiel avec notre cerveau qui est très important, qu'on exploite un tout petit peu. Et la mémoire, elle joue beaucoup avec l'intérêt. Plus vous êtes intéressé par un sujet, mieux vous retenez les choses. Ah, c'est vrai. Parce que votre cerveau va être concentré là-dessus. Supposons que, je prends un exemple, je me promène dans une ville et je vois partout des publicités et tout, des grands panneaux publicitaires. J'arrive au bout de la rue, vous me posez une question, qu'est-ce que vous avez vu ? Je vous dirais, je ne me souviens pas, parce que je n'ai pas fait attention. Par contre, je vous dirais, je suis passé devant une station essence et j'ai vu que le prix du gazole était de tant par litre, parce que c'est lié au pétrole que ça m'intéresse. Donc notre cerveau a cette capacité, il est sollicité de tous les côtés, mais il fait du tri. Il évacue des tas de choses qui ne sont pas importantes pour vous, donc pour lui,
Et il va se concentrer sur des choses. Donc pour moi, tout ce qui est lié à l'énergie, à l'économie et à la géopolitique, ça me passionne. Je travaille là-dessus depuis longtemps, j'y passe beaucoup de temps. Et donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui restent dans la tête parce qu'il y a cet intérêt et cette concentration du cerveau humain. Mais ce n'est pas spécialement mon cerveau, tout le monde peut faire ça. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Hein. Merci Toujours, beaucoup. hein. C'est une œuvre d'art. Merci C'est une petite bien. chorale. Toujours des petites métaphores. On parle du pétrole, mais regardez, ça fait 1 heure on parle, tout droit. Le pétrole, ça renvoie à beaucoup de choses. Ça renvoie à l'économie mondiale, à la géopolitique mondiale, à des conflits armés, à des guerres. Énergie, IA, on en parlait tout à l'heure, parce que Tout besoin est lié. énorme En fait, c'est d'électricité. une toile d'araignée, tout est lié. Vous tirez un fil, et puis le fil, c'est une bobine, et puis au bout d'un moment, vous apercevez que vous tirez, et l'IA, et ci, et ça, et l'économie, la géopolitique. C'est pour ça que c'est passionnant intellectuellement. Ah, j'ai une bonne question, je vous l'ai déjà posée, mais pour les nouveaux qui nous regardent aujourd'hui, c'est comment vous êtes tombé amoureux du pétrole, entre guillemets. Alors, j'ai fait mes études universitaires à Grenoble. Et j'ai fait des études de sciences économiques et de sciences politiques. Et en sciences économiques, j'arrivais vers la fin de mes études au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui un master. Et je devais faire un choix, prendre une spécialité en économie. Économie financière, économie du travail, système monétaire international, etc., etc. Bon, j'avais plusieurs choix possibles. Et dans ces choix, à Grenoble à ce moment-là, j'avais un choix, une option, économie de l'énergie. Et je ne connaissais pas l'énergie à ce moment-là, parce on n'en avait pas parlé dans mes années antérieures en sciences économiques à Grenoble. Et donc j'ai commencé à lire des choses sur l'énergie pour voir si ça pouvait m'intéresser comme secteur d'activité. Et dans ce que j'ai lu notamment un livre traduit de l'anglais, traduit sous le titre en français La guerre du pétrole. Une histoire passionnante du pétrole, 19e, 20e siècle, parce qu'à ce moment-là on était au 20e siècle. Et quand j'ai terminé ce livre, je me suis dit c'est tellement passionnant le pétrole que je vais choisir l'option énergie pour finir mes études en sciences économiques. Et après, je veux travailler sur l'énergie parce que vraiment, ça me passionne. Et je n'ai jamais regretté ce choix que j'ai fait il y a pas mal de temps, il y a quelques décennies, à Grenoble, parce que je trouve que l'énergie, c'est toujours aussi passionnant qu'il y a des dizaines d'années. C'est comme ça que vous avez découvert le pétrole. Là, vous avez eu le déclic, entre guillemets. Ça a été un déclic. Un déclic à partir de lecture. Ah, un livre. Un livre a décidé de toute ma carrière professionnelle pendant des dizaines d'années après. Oh, incroyable. Donc la lecture, c'est important. C'est ça un petit peu une des leçons de cette Moi, le expérience personnelle. premier livre où j'ai eu un peu un déclic, c'est Père riche, Père pauvre. Je sais pas si vous connaissez. J'en ai entendu parler. C'est lui le premier. Et puis vous m'aviez dit aussi que vous aviez acheté pas mal de livres sur la bourse. Exactement. Vous étiez allé dans une librairie, vous avez acheté plein de livres sur la bourse. On a acheté 10. Et vous étiez plongé là-dedans. Et ensuite, vous aussi, ça a compté puisque vous êtes intéressé depuis et vous n'avez jamais cessé à tout ce qui est autour des marchés boursiers. Et les marchés boursiers, là encore, ils renvoient à l'économie mondiale, ils renvoient à la géopolitique, ils renvoient à Tout est lié en tout fait. est lié. Mais moi j'ai commencé parce que j'étais à l'internat, j'aimais pas ce que je faisais. Et en fait j'étais en bac pro transport et prestations logistiques et moi j'aimais pas. Donc j'ai dit bon, soit je perds mon temps et je vais jouer au foot, je suis avec mes amis et tout, ou alors j'achète des livres et j'essaye d'apprendre quelque chose, d'évoluer et d'essayer de voir si j'aime bien. Et après j'ai commencé en fait à apprécier le fait d'apprendre tout seul. Je me suis dit ah ouais, je suis capable en fait. Absolument. Je suis capable de... Et j'ai vu que c'était incroyable, Dow Jones, Il ne faut pas Nasdaq. se sous-estimer. Exactement. Souvent on se dit ah ben non, c'est trop compliqué, je ne pourrais pas faire. Si on a la volonté, l'intérêt, la motivation, le travail, on peut faire beaucoup de choses dans la vie, dans différents domaines. En tout cas, le pétrole, je sais pas comment... C'est un truc de fou. Moi je pensais que ça servait qu'à mettre le plein. C'est beaucoup plus que ça. C'est le carburant de l'économie mondiale. Oui, mais à l'école, on m'a jamais dit, moi, tout ça. Moi, le pétrole, j'en ai quasiment jamais entendu parler dans mes études. Ah ouais, moi, Niveau j'en ai jamais entendu collège, parler, hein, vraiment. lycée et 4 premières années d'université. C'est la 5e année d'université seulement, en sciences économiques, que je suis rentré dans le pétrole. Et je trouve qu'on ne parle pas assez dans le monde universitaire et ailleurs d'ailleurs,
de tout ce qui est matière première. Ce qui veut dire produits agricoles, Exactement. ressources minières, ressources énergétiques. C'est un secteur capital. Qu'est-ce qu'on fait sans matière première? On fait rien. On peut pas manger, on peut pas s'habiller. Et on n'investit pas assez en termes, je dirais, intellectuels, à l'université, dans les centres de recherche, dans ce secteur-là. Globalement, y compris l'énergie, mais pas seulement l'énergie. Moi, c'est comme ça que j'ai appris le pétrole, parce que quand il est tombé à $0, donc je me suis posé des questions. Mais Ça sinon, pose à des l'école, on m'a jamais dit que c'était tout ça. Je, Et ça, c'est dommage un peu. je trouve que c'est dommage. Mais Vu l'importance de ce secteur des matières premières, il serait normal que dans notre système d'enseignement, on est évidemment adapté à l'âge, bien sûr. On ne va pas faire en sorte que des élèves du collège deviennent des experts en pétrole, chaque chose en son temps. Mais qu'on parle un peu quand même de ces questions-là, tout simplement parce qu'elles sont très importantes pour la compréhension du monde. Je dis souvent, quand je m'adresse à des publics non pétroliers, et je viens leur parler de pétrole, ou de gaz ou d'énergie, je leur dis, comprendre le pétrole, c'est mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas besoin d'être pétrolier pour s'intéresser au pétrole. Si on s'intéresse au monde dans lequel nous vivons, le pétrole est forcément quelque chose d'intéressant et d'important. Et quand vous tenez un discours, vous visez, vous faites exprès d'avoir un discours pour toucher les débutants, pour toucher tout le monde, pour que tout le monde comprenne, ou alors c'est naturel? Alors, j'ai différents publics. Je donne donc des cours, je fais des conférences, des séminaires, des formations. Différents publics, chefs d'entreprise, cadres d'entreprise, hauts fonctionnaires, étudiants, retraités. Et à travers les médias, publics, monsieur et madame tout le monde. Donc différents types de publics, mais qui ne sont pas forcément des publics pétroliers ou énergétiques, qui ont des responsabilités différentes, des compétences différentes, une connaissance plus ou moins forte des enjeux internationaux, mais qui ne sont pas forcément dans le secteur des hydrocarbures et de l'énergie, mais qui savent tous et toutes que ce secteur est capital si nous voulons comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et donc, ce que je constate, c'est qu'il y a une écoute forte. Parce que, avant même que je commence à dire un mot, les gens à qui je m'adresse dans une salle, si c'est en physique, ce qui est toujours mieux, ou en visio, ce qui rend des services quand les gens sont dispersés, les gens sont convaincus que ce dont je vais leur parler est important. Déjà, avant que je commence à dire un mot. Non mais c'est vrai, vous avez une certaine manière de parler, ça captive notre attention. Il faut, quand on a un public en face de soi, quel que soit ce public, on sait qu'il faut capter son attention. Donc, il faut assez rapidement rentrer dans le vif du sujet et expliquer pourquoi ce sujet dont nous parlons aujourd'hui est un sujet qui les concerne, directement ou indirectement. Comment il est lié à l'actualité mondiale. Comment ce qui se passe dans le monde peut être éclairé par les enjeux pétroliers et énergétiques. Donc c'est tout ça un petit peu qu'il faut faire passer. Donc quand on s'adresse à un public, il faut évidemment connaître le sujet, c'est le premier point, et il faut aussi savoir le faire passer. Il faut, je dirais, presque raconter une histoire qui est une histoire vraie. Mais un public aime bien qu'on raconte une histoire, parce que ça retient son attention. Ouais, c'est ça exactement. L'histoire peut être inventée, c'est de la fiction, ou elle peut être réelle, c'est le pétrole. Mais dans les deux cas, on raconte des histoires. D'ailleurs, rien à voir, hein. Vous êtes allé voir le film L'Odyssée? Je ne suis pas encore allé le voir, j'ai lu de très bonnes critiques à ce sujet. Je suis allé le voir, choqué moi. Et choqué en bien. Oh oui. Ouais, c'est Œuvre d'art. C'est exceptionnel. J'ai lu de très très bonnes critiques sur ce film, sur cette œuvre. Vous connaissez déjà un peu la mythologie grecque, tout ça. Je connais l'histoire, effectivement, tout à fait, qui est derrière le film. Ouais, donc vous connaissez la fin, quoi. Déjà. Alors voilà, je n'aurai pas de surprise sur le déroulé. Moi j'ai eu la fin, je connaissais pas. Il n'y aura pas l'effet surprise, mais, et puis, bon, quand on a un film quand même de Christopher Nolan, Œuvre d'art. Déjà, je dirais que ça attire l'attention, parce qu'on sait ce qu'il a fait auparavant.
Donc on le connaît, il y a tout l'historique de ce qu'il a fait en tant que metteur en scène. Et là, il s'est attaqué à un monument de l'Antiquité, de la mythologie, etc. Et manifestement, d'après ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, de gens qui l'ont vu, comme vous et d'autres, j'ai beaucoup d'avis très très favorables. Franchement, allez-y, vous allez vous régaler. Hein. Exceptionnel. Je retiens le Que concept. des acteurs de fou. Ah oui, c'est... Matt Damon, tout ça, Tom Holland. Et même d'ailleurs, je vous avais pas vu, il a fait avec une caméra spéciale IMAX 70, J'ai etc. lu ça, effectivement. Ouais, Ça veut dire qu'il n'y a qu'une salle en France, elle est ça, voilà. à Montpellier. j'ai... Et c'est un écran, il fait 20 mètres de haut, alors que normalement il fait 6 mètres. Je disais qu'il y avait des cinémas qui avaient dû, avant de recevoir le film, former les projectionnistes, consolider la cabine de projection, parce que sinon elle allait s'effondrer, c'était trop lourd. Donc oui, c'est tout un ensemble. Et moi, je ne suis pas un spécialiste de la technologie derrière le cinéma, mais je disais des choses très intéressantes qui expliquaient ce que c'était ce fameux IMAX 70. En les fait, acteurs, l'histoire elle-même. En fait, quand on va au cinéma, mais le film qui est projeté à Montpellier par exemple, ou à Bruxelles aussi, il y a une salle comme ça, à Londres aussi, c'est un film physique. C'est une bonbonne. Une bonbonne qui fait 640 km, si je dis pas de bêtises. 640 km. Une bonbonne de. Elle est lourde. Vous avez pas vu les vidéos? J'ai pas vu la vidéo sur Impressionnant. aussi, hein. Parce qu'en fait, c'est un film physique qui est diffusé. Ouais, C'est pas juste un projecteur. C'est ça la particularité. Pour avoir la qualité maximum et aussi, quand on regarde en IMAX 70, eh ben en fait c'est comme si je vous disais, quand on va au cinéma normal, c'est comme si on voit que allez, 60%, 70%. Mais IMAX 70, si on va à Montpellier, on voit 100%. C'est ça un peu la Vous particularité. l'avez vu où, vous? Non, j'ai vu à Paris, moi, À ici. Et je l'ai vu avant-hier. D'accord. Franchement, incroyable. Faire ça en 2026, c'est fort. Moi, j'aime beaucoup le cinéma. Toujours, je vais au cinéma. Ah, le cinéma c'est à la fois un art et une industrie. Et c'est intéressant. Ouais, mais Netflix, ils sont venus un peu. Bah, aujourd'hui, les films Netflix, c'est un peu comme, on va dire, la génération TikTok. C'est des films qu'on regarde 2 heures, on oublie après. Alors que là, le film que j'ai regardé sur l'Odyssée, je vais m'en souvenir pendant 10 ans, 20 ans. Il faut souhaiter qu'il y ait toujours des films au cinéma, dans des salles de cinéma. Par ailleurs, il y aura Netflix, il y aura plein d'autres choses que l'on connaît. Évidemment, c'est tout à fait normal, ça se diversifie. Mais il faut souhaiter que le cinéma, au sens traditionnel, demeure très longtemps. C'est un art populaire. Hein. Il y a plus de gens qui vont au cinéma qu'à l'opéra. Exactement. Et ça veut pas dire que l'opéra c'est pas bien, mais voilà, certains arts n'ont pas cette popularité du cinéma. Et puis le fait d'être dans un public dans une salle, c'est pas la même chose que d'être chez soi, de regarder quelque chose tout seul. Bon, voilà, il y a aussi un aspect collectif. Non, Et bah, puis il y a j'ai regardé. les grandes salles, les grands écrans, etc. C'est pas non plus la même qualité, donc il y a un ensemble de spécificités liées au cinéma traditionnel. Entre En guillemets. fait, là, j'avais regardé, c'est intéressant. Hein. Genre, les Netflix, comment ils font pour produire leurs films? Ils doivent capter l'attention parce que quand tu es chez toi, tu as ton téléphone, donc tu es potentiellement plus susceptible d'être sur les réseaux sociaux, etc., d'avoir un message, alors que quand tu vas au cinéma, tu sais que tu mets le mode avion. Tout à fait, oui. On a payé, on va pas, Exactement. on sort pas facilement au milieu de l'as. Sauf exception, on reste jusqu'à la fin. C'est clair. Et ça, c'était intéressant parce que ça change aussi la manière de faire le film, d'avoir des scènes, etc., un peu moins travaillées, on va dire. C'est ça, même TikTok, ça a tout changé en fait. Hein. Exactement. Et ouais. Et vous, du coup, vos élèves, ils sont en quel. Vous avez des élèves à partir de quelle année? En général, master. Master. Master, c'est plus 5 ça. C'est ça, exactement, tout à fait. Et c'est pour faire quel métier ça après? Alors, c'est souvent des choses, des carrières, ça peut être des fonctionnaires par rapport à l'État, affaires étrangères par exemple, économie, défense. Ça peut être dans des organisations internationales. Ça peut être évidemment dans des entreprises, bien sûr, cadres. Ça peut être dans des associations également. C'est un petit peu le type d'emploi auquel ces études te préparent. C'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes enseignant? Alors enseignant, bonne question. Je pense que je donne des cours à l'université depuis, je dirais, pas loin de 20 ans. Oh, 20 ans. Pas loin de 20 ans. Est-ce que vous avez senti qu'avec les générations, ça a changé?
C'est une bonne question, ça. Difficile qu'avant de capter l'attention. Ah, ça c'est sûr. Mais ça, c'est pas seulement les étudiants, hein. Non, c'est tout le monde. C'est tous les publics. Tout le monde. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, il y a ce petit appareil qui s'appelle un portable, qui est un petit peu pour quelque chose. Exactement. Donc ça, on est beaucoup plus dans l'immédiat aujourd'hui. Donc voilà, Au bout de 15 minutes déjà. il faut constamment capter l'attention. Sinon, on perd le public. Je pense au bout de Alors, 15 comme minutes les gens déjà. sont Hein. polis, ils vont pas vous envoyer des tomates. Voilà, ça va rester, je dirais, polissé. Mais il faut pas perdre. Et donc, il faut vraiment. Et la meilleure chose à faire, c'est de raconter une histoire. Mais une histoire qui est une histoire vraie, évidemment. Avec toute la rigueur intellectuelle que ça suppose. Mais si on peut présenter les choses comme une histoire que l'on raconte, c'est là où on capte le mieux l'attention de tous les publics, y compris, mais pas seulement les étudiants. Ah bah notez ça les gars, ça faut noter. Hein. Et le pétrole, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Ah, le pétrole, là, bah, toujours il se passe Tout quelque vrai. chose, toujours. Tout vrai. Toujours, regardez-moi à la base. Moi je suis juste quelqu'un qui aime bien les marchés financiers. Au final après ça parle du pétrole. Après on va dans l'Iran, États-Unis, après Détroit d'Ormuz, après Bien sûr. c'est un truc de fou. Tout à En fait. fait c'est un effet domino, à chaque fois tu apprends quelque chose. Absolument. Tous les jours tu apprends C'est quelque chose. exactement. C'est On impressionnant. le disait tout à l'heure, on tire un fil, puis il y a toute une pelote qui arrive. Tout ça est emmêlé parce que tout ça est lié de façon extrêmement complexe. Il faut essayer de démêler les choses, ça veut dire expliquer clairement à un public, quel que soit le public, comment comprendre une situation extrêmement complexe. En tout cas là les gars, regardez, on est dans un beau café. Hein. Franchement, là les gars, on est dans un très beau café à Paris, devant le Louvre. Oui, nous sommes tout près Magnifique, du magnifique. Louvre. Et ça, les gars, il n'y a pas ça à Dubaï. Hein. Ça, je peux vous le dire. Non, il y a des bonnes adresses. En fait, quand on revient en France, moi, je vous mens pas, je suis content. Je comprends. À Dubaï, il n'y a pas le côté authentique. C'est pas la vraie vie, on va dire. Il y a un art de vivre à la française. qui est quand Exactement, même assez, exactement. En fait, la Les France. cafés, on en parlait, la gastronomie. Exactement, Voilà. Toute la- En fait, la France, on enlève un peu d'impôts. Allez, on enlève un peu d'impôts. On rajoute un peu de sécurité. Peut-être Meilleur... un peu plus qu'un peu. Ouais, un peu plus qu'un peu. On rajoute un peu de sécurité. Meilleur pays du monde. C'est un des meilleurs pays du monde pour vivre. Très beau pays. Ce pays n'est pas pour rien la première destination touristique mondiale. Hein. Ah, c'est la première. Ah oui, tout à fait. Non. Ah, si. Devant les États-Unis, tout. Devant États-Unis, Italie, Espagne, dans le désordre. Hein. C'est quatre Ok, pays ok. qui sont en tête. France en tête, avec jusqu'à Première. 100 millions de touristes par an. Non, je savais pas ça. Ah ben, vous avez déjà Paris, va en capter une bonne partie. Paris, le sud, le sud. Le Louvre, on est juste à côté. Exactement. La Tour Eiffel, Exactement. etc. Le château de Versailles, en région parisienne. Ça peut être Euro Disney, qui est aussi en région parisienne. Et puis, les paysages français, leur diversité. La Bretagne, c'est pas les Landes, qui ne sont pas la Haute-Savoie. Je dis la Haute-Savoie parce que je suis originaire de la Haute-Savoie, qui vit encore en partie. Bon. Ce qui ne sont pas l'Alsace, qui sont... Et puis la gastronomie française. Les vins, la culture. Donc, oui, la France est la première destination touristique mondiale depuis des années. Aussi, après, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que le pays parfait n'existe pas. Il Ça, y a hein, à rien chaque de fois, parfait. chaque Tout ce fois, qui est humain est imparfait, mais comme c'est imparfait, ça veut dire qu'on peut toujours progresser. Ça Exactement. veut dire, si on est parfait, on s'ennuie parce qu'on peut jamais faire mieux. D'ailleurs, il y a eu une stat là qui est sortie là, juste hier. 8% de chômeurs. Chômage. Taux de chômage. C'est le plus haut depuis Macron, je crois. Depuis qu'il est là. Oui, c'est le 2020. chômage, malheureusement, remonte en France. C'est pas du tout une bonne nouvelle. Ça veut dire que les jeunes, ils ont du mal à trouver du travail, que les gens, en général, ils ont du mal à trouver du travail. Oui. Pourtant, même Bac plus 5, tout, hein, Oui, même c'est diplômés, vrai. ils ont du mal. C'est vrai. Ça s'explique par la situation internationale, dont celle que nous avons évoquée, Moyen-Orient, Hormuz, hausse des prix du pétrole, de l'énergie, etc., qui n'est pas évidemment très propice à l'économie, et aux incertitudes. Ce que n'aiment pas les investisseurs, c'est l'incertitude. Exactement. Face à une grande incertitude, on dira j'investis plus tard. Donc si on n'investit pas, on ne crée pas des emplois. Bon. Et puis, incertitude française, liée à la situation actuelle et prochaine. Actuelle, un gouvernement qui n'a pas de majorité au Parlement, qui a beaucoup de mal à faire passer le budget, on l'a vu pour le dernier,
avec chaque fois la nécessité, comme elle n'est pas appuyée par une majorité solide, de faire des concessions à droite, à gauche, au centre, etc. Bon, pas très satisfaisant pour les investisseurs. Et avec une élection présidentielle qui arrive au printemps 2027, c'est-à-dire quasiment demain, incertitude politique importante. Donc, pour les entreprises, bon, tellement d'incertitudes mondiales et françaises, eh bien, on va attendre un peu avant d'investir. Et si on attend un peu avant d'investir, on attend avant de créer des emplois. Exactement. Et la remontée du taux de chômage, c'est la manifestation de ces doubles incertitudes mondiales, avec au cœur le Moyen-Orient et française. Ah, mais même les diplômes, j'ai l'impression on peut dire qu'ils sont touchés par l'inflation aussi, hein, les diplômes. Dans l'inflation, dans le sens où les diplômes, ils ont perdu un peu de valeur. Et les gens qui ont un bac plus 5, c'est pas normal qu'ils trouvent pas de travail. Tout à l'heure, l'IA. Ouais, exactement. Et ça, c'est maintenant, et ce sera encore plus demain et après-demain. Et ça va à une vitesse très grande. Mais pour moi, quelqu'un qui a un bac plus 5, c'est pas normal qu'il trouve pas de travail. Pour moi. C'est vrai que ça paraît extrêmement bizarre. Traditionnellement, quand on regardait les taux de chômage en France, depuis des années, on voyait que ces taux étaient d'autant plus bas que la personne avait un niveau de diplôme élevé. En moyenne, évidemment. Il y a des exceptions, mais c'était vrai depuis de longues années. Avec l'IA, l'IA remet en cause aussi des professions intellectuelles. C'est vrai. Ça, l'IA, il est venu. Mais on n'est qu'au début de cette histoire. Après, il y en a qui ont dit des choses intéressantes aussi. Ils ont dit que, ok, l'IA, il peut venir chambouler notre métier, mais si on utilise bien l'IA, il peut nous permettre de faire plus d'argent. Comme par exemple les graphistes. Aujourd'hui, ChatGPT, il peut faire des illustrations tout seul, il peut faire des affiches, il peut faire ce qu'un graphiste à 200 € il fait. Oui. Mais un graphiste aujourd'hui, si c'est bien utilisé ChatGPT, l'IA et tout, et qu'il rajoute sa petite touche personnelle, il peut s'en sortir. Bien Après, sûr. c'est sûr que l'IA... Alors le risque, c'est qu'une entreprise se dise, finalement avec l'IA, j'ai plus besoin de graphiste. Ouais. C'est là où il y a... Mais ce n'est pas joué, hein. Il n'y a pas de fatalité dans le monde et dans la vie économique. Mais clairement, le dossier IA, emploi, destruction d'emplois, création d'emplois dans les années qui viennent, est un dossier majeur pour l'ensemble du monde. Après, je pense quand même que l'humain, on est plus fort que l'IA pour l'instant. Je pense. Je pense qu'un cerveau humain, la façon de penser, la façon de travailler, c'est plus fort. C'est l'authenticité. Le cerveau humain est unique. Ouais, je pense. C'est clair. Ensuite, C'est comme vous, quand vous allez écrire un article, ça va pas être pareil que l'IA. Ça se voit. j'espère. En tout cas, Par contre, je peux dire à l'IA, je peux dire à l'IA, regarde la manière dont Monsieur Perrin écrit son article et essaye de faire un article un peu préparé. L'IA le fait déjà. Parce que, évidemment, l'IA va regarder des millions d'articles sur Internet, de chiffres, etc. Va mélanger tout ça de façon plus ou moins harmonieuse. Donc, et puis, c'est des systèmes qui, évidemment, progressent très rapidement, hein, qui apprennent constamment. Hein. Tous les 2-3 mois, il y a des mises à jour de fou. Voilà, tout à fait. Tous les 2-3 mois. Donc, il faudra voir ce que ça donne dans les années qui viennent. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, travailler, c'est un plaisir. Donc, je ne veux pas que l'IA vienne diminuer mon travail. Donc, je continue à faire mon travail moi-même de A à Z, par plaisir, par intérêt, pour apprendre des choses moi-même. Et jusqu'à aujourd'hui, l'IA ne menace pas mon activité professionnelle parce que j'en ai plein. Dans les années qui viennent, on verra, mais je ne suis pas, me concernant, je ne suis pas pessimiste. Nous verrons. En tout cas, les gars, là, la caméra n'a plus de batterie. Je vais aller la charger. Je vais manger un petit peu et on revient, les mecs.